Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse de l'année 2022 d'une manière générale, donc une analyse assez dégrossie, on va dire dézoomée. Et puis, on va aller voir les news du jour. Il y en a quelques-unes d'importantes, notamment au niveau de BlackRock, vous allez le voir, et une baleine qui se positionne assez fortement à la vente aujourd'hui. Donc, on va faire un point là-dessus également. Et puis, on va faire l'analyse sinon habituelle au niveau des liquidités. Je passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement activer la cloche des notifications, aller voir les autres réseaux sociaux sur lesquels est présent Crypto Signal et éventuellement les liens de parrainage, etc. Toutes les choses qui peuvent éventuellement vous intéresser, encore une fois, dans le lien de la description de la vidéo. On est là sur le Bitcoin et on est sur l'index, c'est-à-dire l'historique du Bitcoin, tous les exchanges confondus depuis 2010. Concrètement, vous le voyez ici, on est en annuel, donc une bougie égale 1 an. On voit très bien ici l'année 2022 qui a été vendeuse uniquement, hein, quasiment. Vous voyez que cette bougie là, elle a juste un corps et elle a assez peu de tiges. Et donc du coup, avec environ moins 63% de baisse, puisqu'on est passé de 43 000 à la somme actuelle, c'est-à-dire autour des 16 700 $. Concrètement, on n'a pas ici réellement d'analyse de momentum à faire, etc. Par contre, on peut analyser, puisque si je vous affiche les indicateurs, vous voyez qu'ils n'existent pas, hein, puisqu'on n'a pas 14 ans de... Enfin, par exemple, pour le RSI se calcule sur 14 périodes, donc là, on ne regarde que 10 ou 12 ans d'ancienneté sur le Bitcoin, mais cependant, ce qu'on peut voir, c'est ici des volumes assez stables en valeur Bitcoin. En valeur Bitcoin, vous voyez que le nombre de Bitcoin échangés tous les ans, tous exchanges confondus, etc. Donc encore une fois, ici on est sur l'index, est à peu près similaire, et ce depuis 2017. On va dire qu'il est très légèrement baissier, mais globalement, vous le voyez ici, on a 4 années où le même nombre de Bitcoin s'est échangé dans l'année. Donc ça, c'est relativement intéressant à regarder. On a une forme de stabilité malgré la hausse du prix. On comprend très bien ici également le gros bull run qu'il y a eu avec une grosse entrée des institutionnels dans lesquels on a été capable de stabiliser ce niveau d'exchange de Bitcoin au même niveau, et ce malgré une hausse forte du prix. Donc même si le Bitcoin était à 50, 60 000, 70 000 $, on a continué à stabiliser cette somme. Et ici, vous le voyez cette année, la baisse conséquente qu'il y a eu a aidé à garder ce volume annuel à peu près au même niveau. Voilà pour ce que j'aurais à en dire au niveau de l'année. Bon, la trend globale, vous la connaissez, elle est haussière. Globalement, le vrai moment où on pourra dire que on perd cette trend, c'est malheureusement uniquement quand on aura perdu les 3 869 $. Ça sera ici le signal que éventuellement tout ce mouvement-là est en train de se retourner, mais tant qu'on n'a pas perdu ce mouvement-là en annuel, on reste sur une tendance qui est globalement haussière. D'accord ? En monthly, on va ici aller dans des time frames un petit peu décroissantes. En monthly, ce qui va être intéressant de regarder, parce que ce biseau en élargissement descendant, on en a déjà parlé. Ce biseau ici en montée, ce biseau ascendant, on en a parlé également. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Simplement, on peut regarder ici le RSI qui a cassé cette trendline dans laquelle on était depuis désormais un moment et qui effectivement est sorti par le côté. On a aussi ce mouvement de vente ici sur le MACD qui se calme depuis désormais 4 mois. On a une force vendeuse qui est moins puissante, et pour moi ce qui est extrêmement intéressant de regarder ici, c'est que potentiellement si on a un mouvement haussier qui se met en place ici, d'ici la fin du mois sur le market cipher, on pourrait avoir une pastille d'achat. Ça voudrait dire, vous voyez les signaux ici en monthly, ils sont très peu nombreux, ça voudrait dire potentiellement rentrer dans une phase haussière assez conséquente. On voit la VWAP qui se rapproche du zéro ici. On voit effectivement également bien l'action sur le money flow. Le money flow, c'est la droite verte que vous voyez là. Est-ce que l'argent rentre ou sort du projet? Vous voyez qu'on a eu 2 grosses vagues, hein. Ça c'était celle de 2017 ici et celle de 2020, donc tout ça correspond à chaque fois à des bull runs. Qui a touché le zéro. Ici, on a eu une très petite période de money flow négatif, et là, on est en train de reprendre du poil de la bête sur toute cette phase-là. Donc, potentiellement ici, un recover, comme potentiellement également le money flow devient négatif et l'argent commence à sortir. C'est un petit peu ici la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Si on perd les 17 000, si on va à 12... Tant qu'on perd pas les 12 000, je dirais que ça devrait aller, mais si on perd les 12 000, on a quand même des chances ici que effectivement le mouvement se retourne. Comprenez bien ici que rien n'est acquis c'est pour ça que le Bitcoin envoie des très jolis ratios en termes de gains. C'est parce que le risque est maximal et donc du coup no pain no gain, hein. Voilà, c'est un petit peu ça, pas de douleur, pas de gain.
Donc là, par contre, ici, quand on aura effectivement ce point d'achat sur le Cypher, vous voyez que ça avait été le cas ici, par exemple, en avril 2019, on aura quand même un signal extrêmement fort que potentiellement, vous le voyez là, il s'était fait à peu près dans cette zone-là, signal extrêmement fort que potentiellement, on pourrait repasser dans une nouvelle tendance haussière. Voilà pour le monthly, on va regarder vite fait le weekly. Je trouve que tout s'aligne plutôt bien. Alors en weekly, on n'a pas une force extrême ici sur le MACD, mais il n'y a pas de ralentissement de ce mouvement d'achat. Vous voyez que le point d'achat ici a été tenu, on n'a pas mis de nouveaux points de vente, contrairement à Ethereum, mais vous allez voir que sur Ethereum, il va potentiellement disparaître en fin de semaine, ce point de vente qu'on avait eu. Le stochastique ici qui se reprend, pour le moment un petit peu en train de latéraliser, mais je trouve qu'en weekly, en plus, d'autant plus qu'on a une divergence haussière sur le RSI normal, c'est-à-dire que ici, vous voyez que le RSI augmente et le prix descend, donc ça c'est une divergence haussière, ça nous dit que en gros on va peut-être jouer dans cette zone pendant un moment, soit latéraliser, donc revenir rechercher ici les 25 ou à minima les 18 ou 21 000 dollars, comme cette divergence haussière en tout cas nous dit il y a moins de puissance dans ce mouvement vendeur, celui de FTX, que dans le mouvement vendeur précédent. Hein. C'est comme ça qu'il faut ici, c'est un essoufflement des vendeurs. Donc soit on latéralise, soit on repart haussier, et c'est ça que nous dit une divergence haussière. Donc voilà pour le weekly. Le daily, bon bah c'est un petit peu l'analyse habituelle. Potentiel bear flag ici, mais on n'a pas à casser ici quoi que ce soit. Donc pour le moment, ça reste juste un canal ascendant. On ne sait pas exactement où ça va aller. Pas de divergence notable, énorme dans ces eaux-là, ni même pas vraiment là non plus, enfin vite fait là on a un prix, non le prix latéralise, le RSI aussi, rien de bien foufou. Ici vous le voyez qu'on est peut-être dans une zone un peu accumulatrice, peut-être hein, encore une fois je dis peut-être, parce que on a un MACD qui sait pas trop, il doit donner de la tête, on est très stable ici. Mouvement potentiel, pastille potentielle d'achat sur le Cypher d'ici ce soir, vous voyez qu'elle vient de s'allumer là avec ce mouvement là qui est haussier, la VWAP qui ne se rapproche pas du zéro, et le stochastique pour l'instant est en très légère montée, et ce depuis le 19 décembre dernier. Mais pas d'inflexion du stochastique vers le bas, en tout cas réel. Donc voilà, pour moi, l'analyse ici, on va dire dans les grandes time frames, elle est faite. On va repasser sur notre chart habituel. Sur notre chart habituel, ce qu'on peut voir, c'est éventuellement la mise en place d'un triangle ascendant, comme j'en avais parlé. Pour le moment, ça tient dans ce sens. C'est-à-dire que je vous avais montré ici cette trend en bas et en haut. Ça nous donne un triangle rectangle à l'envers, triangle ascendant. Donc figure plutôt bullish quand on en rentre par le bas. Là, on peut considérer qu'on en est rentré par le bas, puisque en fait, la première vague dans ce triangle, c'est la vague haussière, ici, celle que vous voyez là. On en est rentré ici plutôt par le haut, mais on a eu une première vague à l'intérieur du triangle avant ça. Globalement ici, si vous jouez le triangle, déjà juste le retest des 18 188 dollars pourrait être une bonne target. Pour le moment, nous, on était rentré dans un trade avec stop loss sous les 16,3. Je vous avais dit, mettez bien votre stop loss sous les 16,3. Je crois qu'on avait parlé des 16 150. Et pour le moment, ça tient. Hein. On est resté haussier depuis qu'on a retesté ce niveau-là. Donc, on est venu ici un peu en perte et puis on n'a pas touché le stop loss. On est resté haussier. Globalement, pour le moment, moi, j'aurais tendance à dire qu'ici au 16,8 potentiellement, et on les a presque touchés là, il serait il serait pas mal de remonter son son stop loss au niveau du point d'achat, c'est-à-dire de mettre ce trade à break-even, c'est-à-dire qu'il ne peut plus perdre. Et moi, personnellement, j'ai plutôt une target autour des 17,3 pour une première target éventuelle, c'est-à-dire revisiter cette boîte de liquidité qu'on a là. Mais sans plus, voilà, je cherche pas ici sur ce trade-là directement à venir chercher les 18. Comprenez bien que si jamais on vient chercher les 18, on se fait rejeter par exemple, et finalement on casse ici ce niveau-là, à ce moment-là on active le triangle ascendant. Donc du coup, la target de ce triangle, elle est au 22 000 dollars. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont haussiers, on va dire les éventuels. Et comprenez bien également que toujours en parlant de ce triangle, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais il arriverait potentiellement à maturité ce triangle. Il est mature aux 2 tiers de l'apex, c'est-à-dire que les 2 tiers de la figure là, si vous tracez toute la figure jusqu'à avoir le moment où les deux droites se croisent, vous comptez les 2 tiers de tout ça et ça nous donnerait ici potentiellement une maturité pour pouvoir casser autour du 16 janvier. Voilà, encore une fois, pour l'analyse dans des time frames un petit peu grandes. Sur Ethereum, pas énormément de choses à dire, si ce n'est que c'est exactement plus ou moins la même chose que sur BTC. Attention à ce flag là qui avait cassé vers le bas et qui a une target autour des 900 dollars. Mais cependant, je crois qu'il était assez long dans le temps, ce flag, si je me souviens bien.
24 bars, oui, c'est pile le maximum que moi je considère pour un flag. Moi, à 21 jours, je considère qu'un flag n'est plus un flag. Mais attention à tout ça, parce qu'effectivement, on a ici une figure baissière. Potentiel, en fait, pour moi, voilà, c'est très simple sur Ethereum. Vous voyez cette droite bleue, là, qui est une très vieille droite de tendance, sur laquelle on s'enroule assez facilement. Le prix revient toujours, plus ou moins, revisiter cette droite. Si je vous la montre dans son ensemble, c'était la ligne de coup d'une vieille épaule tête épaule qu'on avait ici, qui était celle-ci, épaule tête épaule. Sincèrement, je trouve que ici la tendance en ce moment, on est en train de faire du ski dessus. Si on la perd très franchement, on a quand même d'assez bonnes chances d'effectivement revenir visiter les 900 $. Pour l'instant, elle tient. Donc du coup, on considère que potentiellement, on a ici une figure de retournement. Si jamais, encore une fois, et là c'est vraiment du si, vous comprenez que je commence toutes mes phrases par si et que je mets beaucoup de conditionnels là-dedans. Mais si jamais on venait à redépasser les 1350 $ sur Ethereum, à ce moment-là, on activerait une figure de double bottom. Double bottom qu'on avait ici, vous le voyez là, un premier bottom et un deuxième bottom, le tout se fait en W. Si jamais on casse la ligne de coup qui est ici à 1350 $, à ce moment-là, la target minimale, elle serait de venir potentiellement faire ce qu'on appelle une balançoire, c'est-à-dire revenir jouer avec les 1600. Voilà, la target de ce double bottom, elle est là. Sur Bitcoin, on a un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce dont je vous parlais finalement sur ce triangle, ascendant, en fait, globalement, on parle un petit peu de la même chose. Si jamais on pète les 18 200 $ sur Bitcoin, à ce moment-là, la target minimale, celle qui n'est pas celle du triangle, mais qui est celle du double bottom, eh bien, elle serait activée également et potentiellement, on pourrait essayer de venir rejouer à nouveau avec les 20 300. Voilà pour les deux assets. Le momentum est plutôt bon, sincèrement. Le chartisme est plutôt pas trop mauvais, sauf sur Ethereum où on a quand même ici des figures chartistes assez baissières, mais est-ce qu'on va les activer ou pas? C'est vraiment la grande question. Personnellement, pourquoi je parle également des 16 300 $? Si j'arrive à refresh ça, je viens de redémarrer l'ordinateur, donc du coup, voilà, on risque d'avoir ici un petit peu des trucs à refaire en attendant. Voilà, si on remet la 7 jours... la heatmap, donc du coup où sont les liquidités des shorters et des longers, vous voyez que assez facilement on voit ici la résistance qui va s'activer au niveau des 16 800, 16 900, venir chercher cette liquidité là, du coup vous allez avoir des shorters qui vont clôturer leur position, et puis ici pareil, on a les 17.3, ce que je vais vous montrer au niveau des 17.3, ça se met en lien assez facilement les targets chartistes et qu'est-ce qu'on pourrait venir chercher en termes de liquidité. Et ici vous voyez la zone des 18.2, tout ça assez fortement forci dans les 7 derniers jours. Il y a eu pas mal de shorts qui sont rentrés en position dans ces eaux là, donc le marché pourrait peut-être, encore une fois je parle de peut-être, venir chercher ces 3 box potentiellement. Personnellement moi sur ce mouvement là j'aurais plutôt tendance à dire 17.3 dans un premier temps, et puis ensuite on retrouvera éventuellement des points d'entrée plus intéressants pour revenir rechercher des niveaux supérieurs ou inférieurs si jamais on active ici plutôt des targets de short. Sur la 12 heures, donc vraiment qu'est-ce qui s'est fait dans les 12 dernières heures, vous voyez qu'on est un peu plus forci dans les shorts autour des 16 850, donc ça pourrait être ici une target court terme pour un petit scalp à prendre potentiellement, et vous voyez que pour ceux qui sont plutôt baissiers, passer sous les 16 475 serait potentiellement une bonne target également. Je vous invite pas à être nécessairement dans le même sens que moi, encore une fois je vous invite juste à avoir un scénario et à le mettre en application dans des trades, voilà, tout simplement. Ici, on fait les news maintenant, donc on va voir tout ce qui est au niveau des news. Vous le voyez sur Wall Street Journal, les grandes banques qui prédisent une récession et un pivot de la Fed en 2023. La nouvelle narration de 2023, ça va être la récession. Est-ce qu'on va dans une récession ou pas? À quel point on y va? Est-ce que c'est une grosse récession? Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on va devoir ici payer pour pouvoir... remettre un petit peu à flot le navire, d'autant plus qu'on a énormément imprimé en matière monétaire, donc on a une séparation, on va dire, de la sphère monétaire avec la sphère économique, et elle est substantielle, donc la question c'est jusqu'où on va devoir ici réaligner les deux, en fait, tout simplement. Ici,
On continue sur les news. Sur Finbold, pas grand-chose. On va passer là-dessus. News principale du jour pour moi aussi, c'est que BlackRock vient au secours de Core Scientific. Core Scientific, c'est le plus gros mineur au monde qui était en banqueroute depuis, je sais plus, il y a de ça 2 ou 3 semaines. Ils ont déposé leur banqueroute le 21 décembre, donc 2 semaines. Et en fait, BlackRock, qui est déjà plus ou moins l'actionnaire principal de Core Scientific, est en train de faire un bail-out, c'est-à-dire c'est plus ou moins des convertible notes, ça s'appelle, c'est-à-dire en gros, si l'entreprise se reprend et que ça marche bien, vous nous donnerez des actions contre le crédit qu'on vous a donné ici, et en l'occurrence ici, 17 millions supplémentaires par rapport aux 75 millions qui ont déjà été donnés. J'ai déjà fait des vidéos sur BlackRock, n'hésitez pas à aller les voir, parce que j'explique ici à quel point l'entrée de BlackRock peut vraiment changer un peu les choses en crypto, et là on voit qu'ils font un nouveau pas vers le fait de sauver un acteur majeur, et à la fois, enfin, de sauver un acteur majeur de la crypto. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Deuxième chose qui est très importante de comprendre, c'est que BlackRock est tentaculaire, hein, au niveau, ils gèrent l'argent des autres, mais au niveau gestion d'argent, ils sont vraiment tentaculaires. Ils peuvent faire bouger les marchés ici de manière assez facile. Par contre, ils ne peuvent pas s'exposer directement au Bitcoin tant qu'il n'y a pas eu une régulation fiable. Donc, ils le feront via d'autres moyens. Notamment, ils sont actionnaires principaux, c'est un des actionnaires principaux avec Coinbase d'ailleurs sur Circle, qui sort le stablecoin USDC. Et ils sont également, ils sont au pieu avec Coinbase de manière assez évidente, puisque dans leurs ETF crypto, il y a majoritairement de l'action Coinbase. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent sur le marché des portefeuilles d'actions et principalement également ils mettent ici en avant l'action Coinbase là-dessus. Donc très important à comprendre ici, on a un nouveau pas de BlackRock qui est le plus gros gestionnaire d'assets au monde. Dans le sens de la crypto. BlackRock met à disposition de ses clients une intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin, qui est un méga ordinateur qui est dans l'Arkansas, je crois, ou quelque chose comme ça, avec une puissance de calcul phénoménale, et qui, en l'occurrence, décide plus ou moins, c'est un petit peu le génie quand vous frottez la lampe, hein, Aladdin, qui plus ou moins fait la pluie et le beau temps, ou en tout cas fait la météo sur les marchés. Donc intéressant de voir ici que BlackRock est effectivement à nouveau un peu plus commit sur la crypto, de plus en plus commit. Voilà, important à savoir ici. Troisième chose, on va passer ici sur bitcoin.com, etc. On aura des informations, je vous parlais tout à l'heure de récession, etc. Et je vous parlais aussi de la Fed. On aura des informations sur le marché de l'emploi, et ça jeudi et vendredi. Donc suivez bien ces informations-là qui vont sortir. Le taux de chômage aux États-Unis, etc. Ces choses-là sont extrêmement importantes à la fois pour les marchés et pour Bitcoin. On aura également les minutes de la Fed qui vont sortir mercredi, donc après-demain. Les minutes de la Fed, c'est la retranscription écrite, du dernier meeting de la Fed. Donc on aura ici tous les écrits, qu'est-ce qui s'est dit, etc. Voilà pour les news. Je pense qu'on a fait le tour ici sur le passage des news. Alors pour moi, si on retourne ici dans les choses importantes sur BTC, il est intéressant d'aller voir notre ami la baleine numéro 3. On avait mis en avant ici que la baleine numéro 3, qui avait 140 000 BTC, désormais autour de 120 000, a bougé vers un autre portefeuille, une bonne partie, un bon 15 000 Bitcoin, même peut-être plus, hein, je ne me rappelle plus du chiffre exact, sur un autre portefeueuille. On a du coup suivi ce portefeuille, et ce portefeuille s'est positionné à la vente le 30 décembre. Donc au prix de 16 544 $. Ils ont effectivement vendu 5000 BTC. Est-ce que ces bitcoins ont été vendus ou pas, ou juste bougés sur un autre wallet? Pour moi, ils ont été vendus, puisque quand je vais voir la transaction qui s'est faite ici, donc vous cliquez tout simplement sur le bloc et vous allez voir la transaction, on retombe ici sur ce wallet qui est estampillé 916 30 852, et quand vous allez voir à qui appartient parfois on sait si ces wallets appartiennent à Coinbase ou pas. En l'occurrence, là on voit qu'effectivement ça a été vendu sur Coinbase. Donc probablement ici une vente au marché qui a été faite, et donc du coup c'était le 30 décembre. Est-ce que ça a à voir avec les options ou pas? On ne sait pas. Bon, voilà. En tout cas, 5000 BTC, ça commence à faire quand même un petit peu. Donc du coup, voilà, je trouve que ça valait le coup d'en parler. On continue ici sur sur tout ce qui est, on va dire, liquidation, order flow, sentiment, etc. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 71 millions de dollars, donc une journée plutôt bonne, plutôt normale, on va dire, avec 20 millions de liquidés sur Ethereum et 8 millions sur Bitcoin, donc plus de liquidation sur Ethereum que sur Bitcoin. Litecoin qui apparemment nous a fait une petite dinguerie.
dinguerie, puisque effectivement il arrive au même niveau de nombre de liquidations en valeur que notre ami Ethereum. Ensuite, on va ici aller voir donc les leviers. Là, je pense qu'on va se mettre sur du coup BTC USDT PERP. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur les leviers. Alors, par rapport aux vidéos qu'on a faites dernièrement, vous voyez que pas mal de niveaux ont été pris. Alors, on avait noté celui-ci, ici, 30 décembre. Oui, on a fait une vidéo le 30 décembre, je pense, oui. Donc, du coup, ces niveaux-là en short ont été pris. Celui-ci également. Celui-ci n'a pas été encore touché. Et comment on s'est construit depuis? On va se mettre en 5 minutes ici. Ça va être peut-être un petit peu plus simple de voir plus précisément les mouvements. Comment s'est construit ce mouvement? Alors, déjà, à partir de là, on était long et ça a continué en longue jusque là. Globalement, on a commencé à être short ici, mais le niveau a été pris ensuite. Ici, on a été long, donc on va rajouter un niveau de long à prendre ici, puisque ce niveau n'a pas été travaillé, celui-ci. Et qu'on va mettre en rouge puisque c'est un niveau de longue. Et puis ensuite on est short à partir de là, le niveau a été travaillé, on est relong à partir d'ici, donc on va rajouter un nouveau niveau de longue dans ces eaux là. Donc là il y a quelque chose à prendre. Ensuite on est re-short à partir d'ici, le niveau a été travaillé aussi, et on rajoute un nouveau niveau de longue, mais vous voyez comme c'est le même niveau, on va pas le mettre, qui a été pris là. Est-ce que ça s'est fait sur de l'open interest qui augmente? Pour moi là on a plus des shorters, vous le voyez ici, cette augmentation de l'open interest, et elle est en même temps qu'on a une diminution globale du funding. Donc on peut se dire ici qu'on a grossi les boîtes de liquidité plutôt au niveau des shorters, mais on rajoute pas de niveau parce que tout simplement ils ont déjà été plus ou moins travaillés. Ici, on est relong, donc à partir de là, beaucoup de contrats qui se ferment d'un coup. Ici, on est encore relong à nouveau. Et depuis, on va dire qu'on est toujours long. Il y a eu un très léger niveau de short au top ici, donc au 16 600. Mais voilà, pour le moment, on voit aussi un CVD au spot qui s'était bien repris et qui, pour le moment, est en train de calmer un peu sa latéralisation. On a eu un nouvel épisode au 31 décembre ici de spread positif. Vous le voyez pas là parce qu'il y a la banderole, mais on est revenu à des endroits où potentiellement le BTC, on va dire, était moins travaillé sur les futurs que ce qu'il n'est sur le spot. Donc c'est-à-dire que ici on a eu assez souvent, on peut dire que les spreads nous donnent aussi une information, c'est-à-dire la différence entre le prix sur les futurs et le prix sur le spot nous donne une information. Pour moi, elle est plutôt bull. Chacun a sa vision et sa lecture des choses, mais pour moi, elle est plutôt bull. Le fait d'avoir des épisodes de spread positif ici est plutôt, entre guillemets, une bonne chose. Ça veut dire que le marché peut être de moins en moins drivé par les liquidités sur les futurs. Vous le comprenez ici. On va aller voir Ethereum. Qu'est-ce qu'il nous a dit Ethereum depuis la dernière vidéo? Eh bien, on l'a faite, on devait être vers le 29-30 décembre aussi. Ce niveau-là a été pris. Vous voyez que sur Ethereum, on est plutôt sur un funding positif en ce moment. On a eu du long à partir d'ici. Là, donc bien tenir compte de ce niveau-là. Ensuite, on a eu toujours longué jusque là. À partir de là, on est assez fortement shorté, hein, vous le voyez, puisque pareil, augmentation de l'open interest, diminution du funding. Est-ce que on en a encore ici? Oui, mais le niveau a été travaillé depuis. Ici, on recommence à être très légèrement shorté sur ce point-là, mais le niveau a été travaillé également. On repasse en funding négatif, très léger niveau de long ici, mais il a été travaillé également. Un nouveau niveau de long ici qui a été travaillé lui aussi. Niveau de short ici qui a été travaillé. Je rajouterai moi personnellement un niveau de long ici. Et puis ensuite on est assez fortement longué, assez fortement vraiment, hein, jusque là. Ce niveau là nous a permis de prendre le précédent là ici, et par contre assez fortement shorté depuis ce niveau-ci. Donc on va rajouter un niveau à prendre ici, et ça sera un niveau de short. En l'occurrence ici, vous le voyez, entre les 1230 et les 1190. Bon, personnellement j'aurais tendance à dire que un peu comme Bitcoin si vous voulez, augmentation ici de l'open interest, diminution du funding, on a rajouté du shorter éventuellement au-dessus. Donc ça m'intéresse, entre guillemets, pour avoir plus ou moins une vision haussière du marché. Cependant, quand je vais voir, si j'y arrive, ici, les liquidités, donc Binance, granularité maximum, et on fait un run.
Les liquidités sur iBlock Capital, eh ben, vous voyez qu'on est repassé avec un delta de longueur qui est plus fort que le delta de shorter. Donc attention à ça, ça peut vouloir dire que le prix va commencer peut-être ici à latéraliser. Par contre, je vois une zone éventuellement de densité, vous le voyez ici dans les positions, qui se trouverait autour des 17,3. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux différentes boxes de liquidité. Et là, on va aller voir Ethereum. Ethereum, c'est la même chose, mais en pire, on va dire. Donc oui, il y a eu du short qui est rentré, mais sur ce dernier mouvement, vous le voyez, le moment là ici où ça part, c'est-à-dire là, eh ben, on a eu des grosses positions qui se sont ouvertes en longue. Donc on pourrait vouloir venir corriger ces positions éventuellement. Donc attention à ça. Et pareil sur Ether, si on est haussier, on va dire que les 1250 pour des petits trades, on va dire à court terme, pourrait potentiellement être une target intéressante. Et passer sous les 1002, revenir sous les 1180 pourrait éventuellement être votre target baissière. Un petit mouvement ici d'une vingtaine ou d'une trentaine de dollars sur Ether pourrait tout simplement réannihiler un petit peu ce dont je vous parle là, c'est-à-dire plus de positions acheteuses que de positions vendeuses. Ici, vous le voyez, on est sur la heatmap, je vous ai montré les trois box, donc 17.3, 16.8, 17.3 et 18.2. Pour moi, c'est les trois box à prendre éventuellement si vous êtes haussier. Si jamais vous êtes baissier, vous avez quelque chose à venir chercher sous les 16 000 et potentiellement sous les 15 000. Et bien entendu, la box ultime ici qui se trouve à 13 000. Donc suivez bien ces niveaux éventuels là sur BTC en termes de liquidité. On va revenir sur le prix et faire une conclusion. Alors, on va ici un petit peu regarder ce qui se passe à plus court terme. C'est-à-dire qu'on a beaucoup regardé ici du daily, des choses comme ça, etc. Et je trouve que c'est intéressant parfois de temps en temps de regarder du court terme. Pour le moment, ce qu'on peut voir ici éventuellement, c'est que là, on a une épaule, tête-épaule inversée. Là, cette figure-là, épaule, tête-épaule inversée. On a pété le niveau, on la reteste. Vous le voyez, le niveau, il était sur une résistance précédente. Voilà. Ce niveau a été retest et ensuite on est reparti. Donc est-ce qu'on va revenir ici, retester carrément ce niveau 16 644, éventuellement le tenir et éventuellement venir chercher la target de cette épaule tête-épaule qui, je le rappelle, est la distance qui va de la ligne de cou au maximum de la tête. Alors là, j'ai peut-être pas pris la bonne. Voilà, on est plus bas. Ici 16,3, donc ça nous donnerait ici une jolie amplitude au point de cassure. Ici, si je reporte, ça nous donnerait une target autour des 16 009. Donc voilà, intéressant. Ça, c'est la première chose. Donc, épaule, tête, épaule inversée, c'est important de le regarder. On aurait peut-être une ligne de coup qui serait légèrement au-dessus de la droite blanche que je vous ai mise. On serait peut-être plutôt par ici. Vous le voyez ici, là, aisselle, une aisselle et deux aisselles. Voilà, quelque part par là. Donc, voilà, autour des 17, voilà, intéressant de voir que on a cette épaule, tête, épaule inversée qui est potentiellement intéressante à regarder. Est-ce qu'il y a effectivement des divergences là-dessus? Alors, on va se mettre sur une time frame de peut-être 4 heures pour regarder ça. Est-ce qu'on la voit en 4 heures déjà, cette épaule, tête, épaule inversée? Oui, plus ou moins. Épaule, tête, épaule, ouais, ça irait. Ouais, on la voit. Donc, on la voit ici. Est-ce qu'on a des divergences dessus en 4 heures? Pas du tout. Est-ce qu'on a des divergences en 2 heures? Non plus. Et 1 heure non plus. Donc on va essayer de 6 heures pour être sûr qu'on... Voilà. On en a une très légère, vous voyez là ici, le RSI qui descend entre cette pointe-là et celle-là, et là une divergence haussière. Mais globalement, moi je cherchais plutôt des divergences derrière, après. Et là en l'occurrence, non, on n'en a pas. Est-ce qu'on a des divergences baissières? Non plus. Donc analyser ce mouvement ici à l'instant T, là, bon, vous le voyez, je vous l'ai fait en plus ou moins en chartisme, mais c'est relativement difficile sur le momentum de trouver la divergence qui va bien pour éventuellement dire que ce mouvement pourrait durer. Il va falloir attendre que la petite structure se forme. Qu'est-ce que je dis quand je dis la petite structure? Je parle ici de ce flag. Et là, je suis en 15 minutes. Comprenez que j'ai beaucoup réduit. Et globalement, je parle de ce flag ici. Soit on rebondit ici par exemple sur ce point là réellement, on vient péter ce flag, à la cassure de ce flag, éventuellement on pourra dire que effectivement le prix va chercher à venir refaire un nouveau flag plus haut, d'accord. Ici vous comprenez que s'il y a cassure de ce flag, on pourra ici venir éventuellement chercher les 16,8. En tout cas le marché fonctionne pas mal comme ça, c'est-à-dire je monte, je corrige vers le bas et je flag, et si jamais je flag, c'est quelque chose qui peut potentiellement être haussier et ensuite je repars vers le haut. Donc voilà, ça c'était éventuellement les choses à venir voir. Je
pense que je vais clôturer cette vidéo ici, puisqu'on a dit beaucoup de choses, ça a été assez dense, je pense. Demain, on fera une vidéo un peu plus calme, puisque, enfin, pas un peu plus calme, mais il y aura potentiellement, bien entendu, des choses à dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fera potentiellement un point sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais également avec, voilà, éventuellement un peu plus de sujets, etc. Pas de news majeure demain, on aura une news majeure peut-être potentiellement mercredi avec les minutes de la Fed, qui pourrait éventuellement faire bouger les marchés. Mais voilà, là je pense que tout est dit, on va pas non plus trop charger cette vidéo-là, qui est déjà suffisamment longue comme ça. Donc n'hésitez pas ici, encore une fois, à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement aller voir les liens que vous avez en description, etc. Et éventuellement aller voir les TikTok, Twitter et compagnie, enfin tout ce que vous avez en termes de réseaux sociaux par rapport à la chaîne, si jamais le contenu vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like aussi, c'est important. J'ai que 10% des gens qui mettent un like sur les vidéos que vous regardez pourtant pendant relativement longtemps, enfin je trouve. J'ai d'assez bons résultats sur le temps regardé au niveau des vidéos, donc n'hésitez pas à mettre un like et puis on se laisse là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con du jour sera: est-ce que vous avez un talent de geek caché? C'est-à-dire, alors moi personnellement, c'est le Rubik's Cube. J'ai ici, enfin j'arrive à faire les Rubik's Cube relativement rapidement. Et voilà, c'est un talent. Pour moi, c'est un talent caché de geek qui n'a effectivement pareil, rien d'envieux. Enfin voilà, une sorte de super pouvoir à la con. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous voyez que le flag est peut-être en train de casser là, donc voilà, potentiel point d'entrée au retest pour ceux qui souhaitent trader cette figure. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Meilleurs vœux à tous, on va se le dire une fois et puis ce sera fait. Meilleurs vœux à tous et puis on se retrouve demain. À très bientôt. Ciao.